Salut à tous, c'est Bourrichon. On se retrouve après quelques semaines de vacances et on va attaquer donc la saison 2024-2025 avec cette vidéo sur une preview équipe par équipe du top 14. Et évidemment, comme la saison dernière, je vais établir un classement. Je précise néanmoins que ce classement concernera juste la saison régulière, je m'attaque pas aux phases finales parce que ça dépendra donc de la fin de saison et des dynamiques des équipes. Sachez évidemment que c'est mon avis, vous avez aussi le vôtre, et juste si vous avez des avis différents, expliquez-moi dans les commentaires, dans le respect, et c'est pas parce que je mets votre équipe en dernière position que forcément elle va faire ça. J'ai pas la science infuse. Si vous avez vu ma vidéo l'an dernier, vous savez que j'avais dit quelques dingueries, et là c'est un peu pareil, donc il y a de fortes chances que je me trompe. En tout cas, donc on va revenir plutôt sur la dynamique du club, et évidemment sur les transferts à l'intersaison. Ça va être surtout les deux points principaux donc de mon analyse et de ma preview. Et après, on peut divaguer sur autre chose. Enfin bref, fini cette longue introduction. Maintenant, place à l'équipe que je vois dernière et donc reléguée en Pro D2. Donc oui, c'est le promu breton que je vois dernier de ce top 14. Bon, au niveau des recrues, ce que je note évidemment tout de suite, c'est l'arrivée de Mako Vunipola qui va amener de l'expérience et de la densité dans un pack qui me semble un peu léger. On a aussi des arrivées intéressantes derrière avec Francis Seili, Ayarza, Vili, Nakosi et Rayassi. C'est plutôt des joueurs de ballon, mais aussi très puissants. Notamment Nakosi et Vili, ces deux joueurs qui ont un peu de coffre. Pour le reste, c'est des recrues sympas. On a des joueurs en fin de cycle comme Fabrice Mess, d'autres qui cherchent à prouver au meilleur niveau comme Hugo Djei, et puis d'autres qui cherchent tout simplement à se relancer comme Kichone Kamikamika. C'est plutôt sympa le recrutement, mais je trouve que l'effectif n'est pas assez imposant, n'est pas assez fort et pas assez complet pour espérer faire plus que 4-5 victoires dans la saison. Quand on voit à quel point Eunax était dominant en Pro D2 et est passé à côté en top 14, je me dis que Van, qui n'était pas si dominant que ça en Pro D2, ils vont pas forcément être dominants en top 14. C'est pour ça que je les vois derniers. Maintenant, on passe à l'équipe que je vois 13e. Alors oui, je vois Bayonne 13e. Je pense que ça va être une saison un peu galère pour les Bayonnais parce qu'il y a eu pas mal de gros départs. Je pense évidemment à Mathis Perchaud, qui était vraiment le pilier d'avenir par excellence. On a aussi en troisième ligne Pierre Huguet, Thomas 7 en deuxième ligne. Même tu as des joueurs un peu plus de rotation comme Miko Tadze ou encore Aprasidze. Et derrière, globalement pas de gros titulaires à part Rémi Bagé. Mais globalement, c'est des joueurs qui étaient importants. Et en recrue, on a qui? On a Tulagi qui peut amener, faire de la différence au centre du terrain, mais là il est pété pour le début de saison, donc on verra. On a Baptiste Germain et Joris Second qui vont se relancer. Après, pour ce qui est devant, on a Lucas Martin qui fait d'excellentes saisons en Pro D2 depuis 1 ou 2 ans, qui va du coup vouloir prouver en top 14, tout comme Andy Bordelais. Paul Lunati, c'est pour se relancer, et Alex Moon, c'est quelqu'un que je découvre, je ne connais pas du tout, mais apparemment c'est un très bon joueur. Chuzno Abelköfner, c'est l'expérience du top 14, je pense qu'ils vont s'intégrer dans la rotation facilement. Et globalement, ce qui manque à Bayonne, c'est de la profondeur, je trouve, à la charnière. Parce que plusieurs interrogations. Déjà, Lopez, est-ce qu'il va continuer à enchaîner les matchs comme il a fait durant 2 saisons? Est-ce que Second va prendre le rôle de Lopez? Et est-ce que Second va arriver à faire plus de variance dans son jeu? Parce que là, pour le moment, c'est un peu restrictif. Et en deux-lignes mêlée, on a Max Machno et Gumroyd qui sont un peu vieux, et avec Germain qui arrive avec de la jeunesse. Qui va prendre le numéro 1, on sait pas. Et puis globalement, je trouve que derrière, ils sont un peu moins armés. Du coup, c'est pour ça que je vois Bayonne 13e, mais qui arrivera à se sauver et rester en top 14. Pour l'équipe 12e, je vois Lyon. Alors Lyon, ça fait plutôt des recrues intéressantes, mais surtout sur des joueurs, alors soit qui viennent de Pro D2, soit des joueurs qui cherchent à se relancer. Tu vois, par exemple, Sedate Kobessa, Thomas Lavanini, encore Charlie Cassante et Omillet, tu vois, c'est des bons joueurs, mais c'est surtout des joueurs qui, du coup, dans leur club, soit atteignent un plafond, comme du coup les deux joueurs de Yonax, Charlie Cassante et Omillet, ou alors cherchent à se relancer pour une fin de carrière, comme Lavanini et Gomessa. On a l'arrivée aussi de Blanc Mapaz, et ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que vu le niveau qu'il avait avec Grenoble, en top 14, il aura largement la capacité de tenir les matchs. Mais, en contrepartie, pas mal de départs importants. Je note notamment celui de Bamba au Racing, tout comme Romain Taufenois. Il y a aussi pour moi Joël Capoku qui est pour moi le départ le plus surprenant parce que c'est un joueur qui a 25 ans, qui est donc pas si vieux que ça, peut jouer deuxième ligne ou troisième ligne L, donc qui est polyvalent, et qui surtout est un super joueur de ballon, un apport en touche, donc je comprends pas trop ce départ. Après derrière il y a du coup Jean-Marc Doussin qui a fait une saison blanche mais qui prend sa retraite, et surtout pour moi le gros départ c'est à Akir Abrahams. Il n'était pas forcément titulaire mais il était sympa à avoir joué. El Godwin quant à lui était plus devenu un joueur de rotation pendant les doublons, etc. Et donc Lyon je les vois 12e parce que je me demande où est-ce que ça va avec du coup le staff. Le staff, on le rappelle, du coup c'est notamment Fabien Genbacher qui est le manager, mais après on a Jono Gibbs qui va être là, mais pour faire quoi? Est-ce qu'il va vraiment apporter Jono Gibbs?
Et c'est la question que je me pose, et je pense qu'il y aura pas mal d'interrogations, et à voir aussi si ça se passe bien avec Baptiste Couillou, qui on le sait, a un caractère bien trempé, et même s'il a prolongé, ça peut créer un peu des embrouilles. Alors pour l'équipe que je vois 11ème, là je pense que vous allez m'insulter clairement. Là c'est le Racing que je vois 11ème. Alors oui, des recrues intéressantes, notamment donc Bamba, mais qui arrive blessé, Tao Fenois, donc qui arrive de Lyon aussi, qui va apporter de la puissance à Impact qui en manquait grandement. Puis après, on a des recrues où c'est un petit peu des interrogations. Est-ce qu'ils vont s'adapter au top 14, notamment Diego Escobar qui avait fait une bonne Coupe du Monde avec le Chili. Je pense aussi à Daimani qui en fait est excellent avec les Stormers. Mais est-ce que, tout comme Colissi, il va un peu galérer avec le top 14 ou est-ce qu'il va être d'entrée du coup dans le rythme? C'est une question. Et puis évidemment, comment ne pas parler de Owen Farrell? Moi je comprends pas trop ce transfert puisque pour moi il est en fin de course. Moi je trouve qu'il galère un petit peu et puis son style de jeu assez brut, assez brutal et tout, je sais pas si ça convient forcément au Racing. Au niveau des départs, j'en vois pas forcément des très très importants. Après, c'est des joueurs qui jouaient pas mal quand même. Par exemple, je vois Seili qui part à Vannes, on a Kamika aussi, Chouznou, Loré, c'est des joueurs qui jouaient pas mal. Devant, Nyakane n'a pas trop prouvé, donc je pense que Bamba va apporter plus que Trevor Nyakane. Et puis après, globalement, c'est des joueurs qui jouent un petit peu, mais pas non plus énormément. Mais alors là aussi, tout comme Lyon, le problème c'est le staff et globalement cette identité du Racing. C'est un club qui quand même a des moyens, mais qui en fait est trop bordélique dans son organisation. Là, donc, toutes les histoires de stade, ils vont d'abord jouer à Créteil, puis après ils vont sûrement revenir à Colombes, mais on le sait même pas. L'année dernière, on savait qu'ils avaient délocalisé toute la fin de saison parce que l'Arena devait être préparée pour les JO. C'est un club qui n'est pas stable à mes yeux, et je pense que Lancaster n'est pas le manager qui peut amener cette stabilité. C'est pour ça que je les vois 11e, mais encore une fois, je répète que ça va être pour moi un classement très serré, et donc 11e ça va se jouer sur les dernières journées. Globalement il peut être 11e comme 6e. Au niveau de la 10e place, je vais partir sur l'ASM Clermont-Auvergne. Bon, au niveau des recrues, ça recrute beaucoup devant, j'ai l'impression. Alors pour moi, c'est pas forcément là où ils ont le plus de besoins. Moi, c'est vraiment derrière où j'ai vraiment des inquiétudes du côté de Clermont. On a deux recrues derrière, donc Tozin et Hamdaoui, qui sont des bons joueurs de top 14. Tozin qui va se relancer et Hamdaoui qui cherche un nouveau projet. Devant, c'est plutôt sympa, même s'il y a un mélange entre expérience et du coup jeunesse. Et voilà, mais moi, ce qui pêche à Clermont, c'est clairement les départs. Et je me demande, en fait, il y a deux départs qui m'interpellent. C'est clairement les départs au niveau du pilier gauche. C'est Georgie Beria et Daniel Biziou. Je comprends pas pourquoi Christophe Furios n'a pas voulu les garder. Parce que c'est des joueurs à clairement faire évoluer. Après, le reste, Slimani arrive en fin de course et il va au Leinster et je suis content pour lui, même si c'est un transfert un peu étrange. Et globalement, le reste, Beregaray ne jouait plus trop à cause de sa blessure, mais après il n'était pas revenu. Gedrasiak, pareil, n'était plus trop dans la rotation. Lavanini n'a jamais vraiment apporté. Et derrière, Erito, c'est une énigme parce que je trouve qu'il était intéressant. Après, je savais que c'était par rapport au salary cap, tout ça, mais je suis pas sûr que ce soit le joueur qui coûte le plus cher. Et puis globalement, le reste, c'est pas des départs très importants. Et je les vois 10e parce que pour moi, en fait, derrière, il n'y a pas assez de profondeur. Il n'y a pas assez d'éclairs de génie de joueurs game changer. Et c'est pour ça que Clermont va, pour moi, comme la saison dernière, en fait, devant être très solide, très armé, bien huilé, tout ça, avec un beau paquet d'avant. Mais derrière, ça va être compliqué de jouer pour moi. En 9e, je vois donc Perpignan. Alors Perpignan, l'année dernière, c'était vraiment plaisir. C'était du rugby plaisir à avoir joué. Et donc on a même pensé qu'ils auraient pu accrocher le top 6. Au final, ils finissent 10e, ils sont même pas en Champions Cup. Cette fois-ci, je les vois gagner une place, être 9e. Encore une fois, je rappelle que ce sera un top 14 très serré. Au niveau des arrivées, je trouve que c'est un recrutement intéressant. En pilier, ils se sont armés avec les deux piliers de Toulon, Bruce Deveau et Kieran Brooks, qui ont largement le niveau top 14, plus Beria, qui va du coup pour moi être le titulaire en puissance au poste du numéro 1. Bon, après, des joueurs jeunes et à fort potentiel comme Adrien Warion et Noé Della Chiava qui arrivent, et puis derrière deux demi-mêlés, James Hall, Gela Pracisé, et des trois quarts avec Antoine Ocagne à l'ouverture qui peut être une très très bonne doublure de McIntyre, et après Rico Bouli-Roy qui va vouloir se relancer après une saison à Bayonne où il a peu joué. Donc les recrues sont plutôt intéressantes, c'est plutôt jeune et ça court, c'est pas mal. Les recrues collent plutôt bien au projet de jeu de Perpignan. Au niveau des départs, pas de gros départs, j'ai l'impression. On a Mathieu Acebes pour le côté mental, psychologique. Devant, après, globalement, c'est des joueurs qui, à part peut-être Sacha Lotrian, étaient en fin de course, fin de cycle, ou en tout cas n'étaient pas trop utilisés par Franck Azema. Et je les vois 9e parce que pour moi, il manque quelque chose, peut-être cet atout puissance qui est notamment incarné par Tulagi. Mais pour moi, il manque un petit truc du côté de Perpignan. Et donc c'est pour ça que je les vois du coup un petit peu s'écrouler en fin de saison.
et n'être que 9e. Pour la 8e place synonyme de qualification en Champions Cup, je vois le Castres Olympique. Alors moi là, le Castres Olympique, je trouve que beaucoup de gens les enterrent, alors qu'au final ils sont globalement tout le temps là. Même si l'an dernier ça a été un peu plus compliqué avec des périodes un peu d'instabilité, là globalement je trouve qu'ils ont un effectif qui est assez stable. Globalement il n'y a pas trop de changements et les recrues vont beaucoup apporter. Ils vont donc chercher pour moi 3-4 joueurs intéressants. Nicolas Corato, un pilier dont on parle peu, mais qui faisait vraiment le taf à Pau, qui était le titulaire. Après, on a 2 deuxièmes lignes, et on va les voir beaucoup avec la blessure de Staniforth, donc Gedrasiak et Ducats. Et pour moi, les deux vont devoir prouver, parce que Gedrasiak ne jouait plus trop, il était en fin de cycle à l'ASM, et Ducat s'était fait un peu doubler par Orado. Et derrière, évidemment, pour moi, c'est ça, la pierre angulaire du recrutement castré, c'est Rémi Bagé et Christian Badiang, les 2 ailiers, qui vont vraiment apporter. Et aux ailes, avec Nathanaël Huleux, les 3, ça va déménager. Côté départ, bon, pas forcément des gros départs, par Patin, mais c'est pour des mauvaises raisons. Et après, le reste, globalement, c'est pas des départs qui vont impacter la saison de Castres. Donc je les vois 8e, ne pas être assez conquérant à l'extérieur pour glaner des points et donc arriver dans le top 6. Au niveau de la 7e place, je vois un club qui a fait une très mauvaise saison l'an dernier, c'est Montpellier. Alors Montpellier, beaucoup d'instabilité, notamment liée aux problèmes judiciaires de ses joueurs, mais là on va essayer de les mettre un peu de côté tout en les gardant en tête. Globalement le recrutement, alors des très bons joueurs mais très peu de gifs, et ça je comprends pas. Et on est beaucoup sur les réseaux sociaux à se faire cette réflexion parce que Montpellier a galéré au niveau des gifs la saison dernière et là quand tu regardes il y a énormément d'arrivées de non-gifs en fait. Mais bon, au niveau des joueurs purs, on a Mourbi, Hogg, Moustin, Tamboué qui derrière vont galoper et qui seront très intéressants. À l'ouverture, moi je vais retenir Domingo Miotti qui va devoir faire oublier Carbonel et Garbici. Ça va pas être simple, mais vu le niveau du bonhomme, c'est pas impossible. Et après, devant, il y a Nicolas Martins qu'il va falloir surveiller. Billy Vunipola, voir si il a encore du niveau ou si il est vraiment venu là pour gagner des sous. Et après, devant, il va falloir les surveiller, ces deux-là. Et peut-être pour des raisons extra-sportives. Au niveau des départs, il y a le gros départ pour moi, c'est Carbonel, clairement. Mais après, le reste, c'est des joueurs qui, pareil, n'étaient pas trop utilisés. Et donc, Montpellier, pour moi, va être dans la bataille pour le top 6 parce qu'avec un effectif comme ça, je vois pas comment c'est possible que Montpellier joue le maintien. Après, on aurait pu se dire ça l'an dernier aussi. Mais quand même, là, je trouve que l'effectif est encore meilleur que celui de la saison dernière. Seulement, ce qui va poser problème, au niveau du vestiaire, c'est, je pense, les problèmes juridiques liés à tous ces joueurs. Et peut-être que ça va causer un petit peu de problèmes donc au niveau psychologique. Et aussi, l'inexpérience d'un staff qui est très jeune. Mais sinon, après, globalement, si ça prend, ça peut être très compliqué à faire tomber Montpellier. On rentre donc dans le top 6, et donc si vous connaissez le top 14, vous les connaissez, les 6 équipes que je vais mettre dans ce top 6. Et donc pour moi, c'était l'équipe qui va finir 6ème, c'est la section paloise. Et oui, moi, Pau, je trouve que là, le recrutement est peut-être le meilleur de top 14, tout confondu. Devant, on a des piliers d'expérience avec Harry Williams et Lexo Kolashvili qui connaissent le très haut niveau. On a la jeunesse de Bibi Biziou, on a des joueurs revanchards en deuxième ligne avec Piquet et Joel Mess. On a Kapoku qui, comme je le disais, du coup est un joueur polyvalent qui peut clairement être titulaire dans cette équipe. Credos qui avait fait des très bons matchs avec Oyonnax l'an dernier, j'ai trouvé. Et enfin derrière, 3 arrivées qui pour moi sont très intéressantes. Emeric Luc, voir s'il arrive du coup à s'imposer en tant que numéro 1 dans une équipe qui joue le top 6. Grand Didier pour voir s'il arrive à faire la bascule 7 à 15. Et Clemenza qui va vouloir se relancer. Au niveau des départs, quelques départs importants. Sam Whitelock, même s'il a fait que quelques mois, il était quand même important dans cet effectif. Ezea là aussi était un titulaire et je comprends pas le fait de l'avoir laissé partir. Après peut-être que le Stade français avait mis un gros chèque et que Pau ne pouvait pas s'aligner. Puis Corato et Fichiol qui étaient des piliers qui étaient régulièrement titulaires. Et en fait Pau, donc on le sait, la qualité première de Pau c'est la jeunesse. Et là je pense que ça va être donc la quintessence de cette jeunesse. Pour moi je pense que ça va être la meilleure équipe de Pau qu'on ait jamais vue en top 14 avec un manager Piccheroni qui connaît bien son groupe et qui va chercher des joueurs intelligents, avec toujours cette philosophie, je pense, de jouer énormément. Et cette année, je pense que Pau va accrocher le top 6 grâce à cette philosophie de jeu. Et c'est l'année où ils vont être le plus fort pour moi. Donc on arrive maintenant sur les 5 dernières équipes. Et l'équipe qui terminera 5ème pour moi, c'est le Rugby Club Toulonnais. Toulon va pour moi jouer les premières places toute la saison, mais va être peut-être un peu court face à des équipes qui pour moi sont plus rodées au niveau du jeu. Toulon, c'était une équipe qui a jamais été trop décrochée du top 6, mais qui a eu quand même une grosse période pendant l'hiver, et notamment la blessure de Baptiste Serin, où ils sont passés un peu à vide. Mais bon, là, quand je vois le recrutement, ça peut être pas mal. Évidemment, donc on a les 2 Anglais, Kyle Sinclair et Lewis Sudlam, qui vont apporter une expérience internationale, tout comme Gianmarco Lucchesi.
On a Ivaldi qui revient du coup dans son club formateur et qui, au niveau du pack, de la touche, va amener beaucoup d'expérience. Après, Daniel Brennan, c'est un petit pari, moi je trouve, parce qu'il a beaucoup joué en Pro D2 avec Brive et jamais trop en top 14, donc on verra, mais pourquoi pas. Et enfin, évidemment, Antoine Frisch. On demande à voir, parce qu'on ne connaît pas énormément ce joueur, comme beaucoup. Moi je l'ai surtout vu en Argentine et sur les matchs de Coupe d'Europe du Munster, mais après j'en connais pas trop. Au niveau des départs, moi je trouve que les départs des piliers peuvent être assez dérangeants parce que Bruce Deveau et Kieran Brooks, c'était des joueurs qui étaient régulièrement dans l'équipe et dans la rotation. Et autant qu'elle Sinclair, j'ai confiance, autant Brennan, je demande à voir, mais j'espère qu'il va faire quand même une bonne saison parce que c'est un joueur que j'aime bien. Après, globalement, pas trop de départs très importants, sauf peut-être Cornel Duprez, qui pour moi, je ne comprends pas de l'avoir lâché. Après, quand on prend le Dlam, je pense que peut-être que le Dlam est un peu plus jeune et va peut-être avoir plus de dynamisme que Cornel Duprez. Emre Luc et Rabu, c'était des joueurs qui jouaient pas trop, et notamment Emre Luc sur la fin de saison. Donc Toulon, pour moi, va finir 5ème et pas plus haut, parce qu'il manque quelque chose au niveau de la stabilité du club, parce qu'on sait que chaque année, il y a des espèces d'embrouilles au sein du club. Là, ça a été pendant l'hiver quand il y avait moins de résultats, et donc j'ai peur qu'il y ait à nouveau des embrouilles qui viennent entacher la vie de groupe. On a eu l'épisode du fumoir, notamment, cet hiver, et j'ai peur qu'il y ait d'autres épisodes comme ça, et que Toulon, du coup, commence à contre-performer pendant ces périodes-là. En plus, le stade est moins rempli que les saisons folles de 2014, 2015, etc. Donc, peut-être qu'il y a un manque de ferveur dans ce club. Mais malgré tout, je les vois accrocher un top 6. Au niveau de l'équipe que je vois 4ème, je vais partir sur le Stade Rochelet. Alors, le Stade Rochelet, c'est une fin de cycle. Mais il reste quand même double champion d'Europe. En titre, non, vu que c'est Toulouse, mais en tout cas double champion d'Europe sur des années récentes. Une seule arrivée, Ken Douglas, je sais pas si c'est la meilleure, mais bon, au moins en rotation, il sera là. Au niveau des départs, beaucoup de jeunes, pas trop de titulaires, à part peut-être Tanga et Piquette, mais bon, c'est pas non plus des gros titulaires et des pertes très importantes. Non, mais c'est juste en fait une fin de cycle et j'attends plus un renouvellement, en fait, que ce soit une année un peu de transition dans le management d'Ogara et que on tente des trucs à La Rochelle, qu'on tente à jouer un peu plus sur les extérieurs, tout ça, et donc peut-être qu'en tentant trop, ils vont se tromper de temps en temps, mais c'est ce que j'attends de La Rochelle, et s'ils tentent pas, je serais un peu déçu. Et c'est pour ça que je les vois 4ème, parce que pour moi, ils doivent changer de jeu, de style de jeu, et donc en changeant, forcément, il faut s'adapter, il faut du coup arriver à changer de mentalité, et c'est pas forcément quelque chose de facile quand on est rodé depuis quelques saisons. Donc je les vois 4ème, et même en demi-finale. Pour la 3ème place, c'est le Stade Français. Le Stade Français sort d'une saison qui, sur le plan sportif, était très très intéressante. Alors, le jeu n'était pas abondant, ça je vous l'accorde, mais globalement, des certitudes en défense, peu de certitudes offensives, mais avec les joueurs qui arrivent, ça va peut-être changer. Et je les vois 3ème justement parce que, tout comme La Rochelle, ils vont être obligés de changer de jeu. Je m'explique. Avec les joueurs qui recrutent notamment derrière, c'est impossible qu'ils gardent le même système de jeu. Là, ils avaient installé ça parce que notamment en début de saison, c'était Gustard qui était un petit peu le manager en attendant Labitte et Ghezal. Et donc, forcément, comme c'est un entraîneur spécialisé sur la défense, il avait fait une défense de fer au Stade Français. Mais là maintenant, vu que c'est plutôt les deux autres qui sont aux commandes, et avec ce recrutement très intéressant de Joe Jonas, Raphaël Costa Storti, Samuel Ezeala, Louis Foursan-Brodette et Louis Carbonel, et je compte même Johan Tanga, qui est 3ème ligne, mais qui est un très bon joueur de ballon, et je trouve que le Stade Français sera obligé de commencer à jouer. On passera donc de Joris Second, joueur assez minimaliste, à Louis Carbonel, qui est plutôt un joueur qui attaque, et puis globalement, derrière, ça va courir à 2000. Et donc, pour moi, ils seront 3ème parce que devant, ça va pas perdre en qualité. Ils auront toujours un paquet d'avant monstrueux. Et derrière, ça va attaquer. La 2ème place, synonyme de demi-finale directe pour moi, elle sera pour l'Union Bordeaux-Bègles. Alors oui, il va falloir se relever de la claque reçue en finale. Mais ça, vu les matchs de prépa, je pense que ça va se faire assez naturellement. Après, c'était que des matchs de prépa. Évidemment, ça veut rien dire sur une saison. Mais bon, quand on voit les départs, gros départ, Madoche Tamboué, évidemment. Après, il y avait des joueurs qui étaient importants dans le vestiaire dû à leur ancienneté, comme Clément Ménadier et Jean-André Marais, ou encore même Ken Douglas. Mais après, globalement, que des joueurs de rotation, aucun titulaire. Qui arrive Baptiste Perchaud, qui pour moi peut devenir le numéro 1, ou en tout cas numéro 1 bis avec Hugo Boniface. Johnny Gray, très intéressant au niveau de la défense et de la touche, si il arrive donc dans de bonnes conditions physiques et qu'il ne se pète pas. Après, globalement, des joueurs jeunes comme Temo Mathieu, Tian Jacobs ou encore Enzo Rebier qui vont vouloir prouver au plus haut niveau. Et après, on a des recrutements où on se pose des questions, savoir s'ils vont arriver à s'adapter au top 14, comme Rohan Janse van Resburg, Lachlan Swinton ou encore Joey Carberry. Mais si ça s'adapte, c'est des très bons joueurs. Et pour l'UBB, moi, je vais les voir 2ème derrière évidemment Toulouse,
parce que Toulouse est au-dessus. Et ce sera pour moi la meilleure équipe du top 14 si on enlève Toulouse. Parce que devant, ils se solidifient énormément, et c'était leur gros point noir. Et derrière, les joueurs qui perdent, c'était pas trop des titulaires à part Tamboué, et ceux qui prennent peuvent l'être. Et avec du coup un Carbery en doubleur de Jalibert, je pense que ça peut faire des étincelles. Enfin, évidemment, la première place, bon, vous avez deviné, je l'ai déjà dit, c'est Toulouse, parce que je ne vois pas où est la faiblesse du stade toulousain. On a vu que même sur une saison de Coupe du Monde avec énormément de doublons, ils ont réussi à être premiers de la phase régulière et à être double champion donc d'Europe et de top 14. Au niveau des arrivées, bon, on a Léo Banos qui signe officiellement, on a Hugo Reyes qui revient de Brive, et enfin Naoto Seito qui va être du coup une doublure, voire même numéro 3 au poste. Ça va même être une doublure de Paul Graou. Donc ça, c'est des arrivées qui vont compléter un effectif déjà pléthorique. Au niveau des départs, beaucoup de jeunes, pas trop de titulaires, à part Arthur Rothière. Mais sinon, globalement, c'était que des joueurs qui étaient dans la rotation, quoi. Et Toulouse, en fait, c'est juste un projet de jeu très calibré, et ce depuis plusieurs saisons. Depuis l'arrivée de Mola, globalement, c'est toujours le même. Et là, ils sont juste à leur prime. Donc Toulouse, pour moi, va finir premier et risque d'être encore champion. Juste avoir le contre-coup du coup d'une saison où ils ont été sacrés 2 fois. Parce que quand ils ont été sacrés 2 fois en 2021, l'année d'après, ils ont eu 0 titre. Donc c'est peut-être la seule interrogation. Mais bon, globalement, je pense que Toulouse va réussir à continuer à surfer sur sa dynamique. Voilà, donc cette petite preview est à présent terminée. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je sais que j'ai pas la science infuse, vous pouvez clairement commencer à créer des débats dans l'espace commentaire, et je me ferai une joie d'y répondre. En tout cas, le top 14, ça reprend donc ce week-end, et ça, je suis trop content. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la première analyse de la première journée. D'ici là, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like et m'écrire un commentaire. C'est quelque chose qui peut-être vous semble dérisoire, mais pour moi, ça m'aide grandement. Enfin bref, Bourrichon est de retour pour la saison 2024-2025, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.